à vous sur le plateau de l'actu de la semaine, votre rendez-vous du week-end, les moments forts de l'actualité depuis lundi. Nous allons commencer évidemment avec le lundi 17 mai qui marquait la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Nous étions dans un lycée de Martigues, le lycée Paul Langevin, pour ces ateliers proposés aux élèves autour de cette thématique. Reportage signé Valentin Rodriguez. Une journée de sensibilisation dans ce lycée martégal. Une dizaine d'ateliers créatifs, pédagogiques, sont organisés par une trentaine d'enseignants. L'objectif, sensibiliser aux discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité sexée. Il y a 10% de la population aujourd'hui qui est homosexuelle, donc 10% aussi des élèves, ça fait à peu près 3 élèves par classe, donc je pense qu'il faut toucher tous les publics. Il faut que les élèves justement qui souffrent d'homophobie et de transphobie puissent se sentir qu'on parle aussi du sujet qui peut-être peut les inquiéter et qu'ils puissent se sentir exister aussi dans leur lycée. Exposition, ateliers manuels autour de l'homophobie, des activités variées pour les 1500 élèves de ce lycée. Ce sont des ateliers qui sont à la fois ludiques et pédagogiques. On a effectivement des expositions, comme vous pourrez voir, sur des portraits de personnes qui ont fait leur coming out de manière volontaire. On peut avoir des expositions de drapeaux de la communauté LGBTQI. On a aussi des ateliers peinture, donc le joli drapeau que vous voyez qui a été peint, où on peint aussi des pots aux couleurs du drapeau des fiertés. Tout au long de la journée, ils étaient de nombreux lycéens à participer à ces animations. Il y a beaucoup de personnes, même encore aujourd'hui, qui pensent que c'est une maladie ou alors quelque chose comme ça. Même encore ce matin, j'entendais beaucoup de clichés, forcément. Et du coup, c'est bien de faire passer un bon message, dire que c'est pas n'importe quoi, c'est quand même quelque chose qui est d'actualité quand même. C'est une manière en fait d'enseigner aux jeunes de respecter les autres très tôt. Et cette journée, on le voit avec tous les élèves qui apportent leur soutien, ou alors avec tous ceux qui portent un badge ou un drapeau, qu'ils soutiennent cette communauté même s'ils n'ont pas d'action. Une journée de sensibilisation est également prévue ce mardi au sein du lycée Paul Langevin. Une journée de lundi qui a permis aux autorités et pouvoirs publics du Var de se réunir autour du préfet du département pour la signature d'un protocole de lutte contre la délinquance et plus particulièrement de lutte contre le trafic de stupéfiants dans le quartier de la Présentation à la Seyne-sur-Mer. Reportage et explication de Thomas Bernabé. Préfet, procureur, police, bailleurs sociaux et maires, unis pour dire stop au trafic. Un groupe local de traitement de la délinquance vient d'être créé autour du quartier de la Présentation, une cité gangrénée par le trafic et les dégradations depuis quelques années. Les autorités vont donc travailler de concert pour améliorer les conditions de vie des riverains. Là, on a un groupe d'immeubles parfaitement identifiés où le bailleur social qui vient de reprendre la gestion de ces immeubles locatifs, la mairie, sa police municipale et la police nationale, avec la justice, ont convenu d'une organisation à la fois pour échanger l'information, mais également mettre en place un dispositif très concret pour faire pièce aux dealers qui s'étaient installés, avec une réponse judiciaire qui est assurée, notamment via le parquet de Toulon. Mieux communiquer pour accélérer les procédures, voilà l'objectif de ces GLTD qui existent depuis 2001. Au niveau du quartier de la Présentation, la police fait désormais le pied de grue devant le point de deal, une façon d'empêcher les dealers de vendre toute la journée. Mais voilà, ces groupes locaux de traitement de la délinquance sont-ils la solution miracle pour stopper les trafics ? Pas vraiment, selon Julien Ventre, secrétaire départemental, unité SGP Police. Quand on va mettre fin à un point de deal sur la cité Berthe, il va se déplacer autre part. Quand on va mettre fin à un point de deal sur la Présentation, il va peut-être se basculer dans le centre-ville ancien de la Seyne. Vous voyez toute la difficulté là. On vide l'océan à la petite cuillère. Voilà l'impression de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Tous ces leviers doivent permettre de stopper tout cela. Donc on va dire, voilà, ça existe depuis 2001, qu'on continue. Mais il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. Une politique vraiment nationale sur la lutte contre les trafics de stupéfiants. Le groupe local de traitement de la délinquance a été mis en place pour une durée d'1 an. Restera à faire le bilan de cette action à l'issue pour juger de son efficacité.
Et pour débuter la semaine, nous accueillons sur le plateau du Grand Direct le secrétaire général du comité départemental olympique et sportif des Alpes-Maritimes, Manuel Dureuil, avec qui nous avons évoqué la reprise des activités sportives en salle pour les mineurs, parmi d'autres sujets. Même si vous aviez repris le sport en extérieur il y a quelques temps maintenant, c'est une étape importante qu'on va franchir à partir de mercredi avec les enfants qui vont pouvoir être de nouveau accueillis en salle. Alors vous me direz, l'été arrive, on aurait peut-être pu continuer les cours à l'extérieur, mais néanmoins, les sports de combat, la GRS, même certains autres sports, les patinoires par exemple à Nice, on a besoin quand même d'infrastructures très spécifiques. Oui, alors le mouvement sportif est un mouvement très bien organisé et inventif, puisqu'il y avait déjà des clubs qui avaient repris. J'ai en exemple des clubs de basket, de handball, de rugby, de boxe, qui ont repris avec des séquences et des situations d'entraînement et des situations pédagogiques en extérieur. Mais il est bien évident que c'était des contraintes organisationnelles importantes et que maintenant, on va vraiment repartir en avant avec l'ouverture des salles aux mineurs. Alors justement, dans quel état d'esprit sont les clubs de la région? Ils ont hâte, ils sont prêts? Alors les entraîneurs, les éducateurs, ils sont prêts, ils sont en attente. Les dirigeants sont au soutien. C'est un peu compliqué pour les clubs en ce moment. Vous savez qu'il y a eu une perte de 30% des licenciés sur tout le territoire national et aussi en région sud. Donc pour nous, c'est un peu vital cette reprise pour le mouvement sportif. Donc ce qui veut dire que là, la priorité, c'est de reconquérir, entre guillemets, ces licenciés. Ça va quand même être compliqué parce qu'il reste que quelques semaines même avant la fin de l'année. Oui, je pense que vous savez que l'année du sport amateur, c'est un peu comme l'année scolaire. Donc la fin, c'est plutôt en juin, le début, c'est plutôt en septembre. Mais c'est vrai qu'on a 2 mois pour reprendre contact avec les licenciés, pour les recadrer, pour les reformater un petit peu, pour refaire venir à nous les licenciés qui auront pu partir. Également pour les parents se rapprochent également de nous. Alors sur les protocoles, il y a des consignes que vous donnez au club, évidemment les grands classiques, le gel, le masque quand c'est possible. Alors là, j'ai vu des entraînements, par exemple de football, où les situations pédagogiques étaient adaptées, où il n'y avait pas d'interaction entre les joueurs, de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact, etc. Je pense que dans un premier temps, on va essayer d'y aller un petit peu doucement, et puis petit à petit reprendre un petit peu les interactions, l'interpénétration dans les sports collectifs, les échanges, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu des activités qui ont été interdites depuis plus d'1 an quasiment, et la reprise notamment, vous évoquiez les sports de combat, les sports de contact, il va y avoir une reprise très progressive et très lente. Oui, et on parlera des adultes aussi tout à l'heure qui vont pouvoir reprendre, mais dans un second temps. Pour les enfants, comme pour les adultes d'ailleurs, la reprise du sport c'est en plus capital pour l'esprit, pour le corps. 1 an de crise, de stress, ça a pu générer des angoisses. Il y a la prise de poids, bien sûr, mais ça va parfois bien plus loin. Hein. Il y a des vraies pathologies qui peuvent se développer avec la sédentarité. Oui, le plus évident, on parle toujours de la surcharge pondérale, mais c'est pas ça le plus important. J'ai envie de dire, c'est les problèmes un petit peu qui sont créés au niveau neurologique. Et puis le geste social, l'interpénétration des actions, des activités humaines, c'est super important. C'est important pour la santé, c'est important pour l'épanouissement des jeunes, c'est important pour remettre des valeurs au centre un petit peu, les valeurs du sport, au centre un petit peu de l'aspect social de notre jeunesse. Et en ce 17 mai, nous évoquions aussi la vaccination. À ce jour, un peu plus d'1 500 000 personnes ont reçu une première injection en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais vous le savez, certaines populations sont éloignées des centres de vaccination. C'est pour cela que le département des Bouches-du-Rhône a mis en place un bus de la vaccination qui sillonne certaines communes du département. Lucas Licata-Caruso. C'est tout bon. Tout va bien ? Oui, ça va. Denis a 63 ans. Grâce au bus de la vaccination, il vient de se faire injecter la première dose du vaccin Pfizer. Je trouve ça très bien. Bon, on a des moyens de locomotion, mais pas pratique d'aller sur Marseille ou autre. Là, c'est vraiment top. Une nécessité pour ce sexagénaire à 2 jours de la réouverture des terrasses. Je travaille un petit peu en restauration. J'ai une amie, donc on est avec beaucoup de contacts avec des gens, des touristes qui vont venir. Et puis comme j'aime voyager, il nous faut être vaccinés maintenant. Donc voilà, pour être protégé, protéger les autres. C'est la seringue qui me fait peur, moi. Et même si certains appréhendent un peu la piqûre, ils seront 200 aujourd'hui, ici à Cassis, à profiter du bus de la vaccination. Un bus qui sillonne le département des Bouches-du-Rhône depuis le 23 mars, à la rencontre de celles et ceux qui ont des difficultés pour se faire vacciner. Un dispositif qui semble porter ses fruits.
Fort du succès en fait, qui a été rencontré sur la première tournée du bus de la vaccination qui se termine cette semaine, ce dispositif a été donc renforcé puisque maintenant on a un car et un bus de la vaccination pour en fait sillonner 2 fois plus de communes au sein du territoire. Chaque fois qu'on se déplace, entre 4 et 6 semaines après, on revient au sein de la commune pour permettre aux administrés d'avoir la seconde injection. Donc chaque déplacement est doublé. Depuis le début de la campagne de vaccination, 600 000 primo-injections ont été réalisées dans le département et 350 000 bucco-rhodaniens ont déjà reçu leurs 2 doses de vaccin. Vous allez le garder, il faudra revenir avec pour la deuxième injection le 17 juin. Et pour terminer avec cette journée de lundi, direction le petit village de Tourette-Levins dans les Alpes-Maritimes. Une source d'eau a repris vie dans la commune et elle permet désormais d'irriguer les espaces verts. Reportage d'Alexis Ricard. Claude et Olivier viennent faire le plein d'eau. Ces 2 jardiniers de la mairie de Tourette-Levins ont eu l'idée d'exploiter à nouveau une source située en haut de ce terrain. Et donc avant, on se servait tout le temps de cette source. Et puis il y a environ, on va dire, 5-6 ans, la source s'est tarie complètement. Et donc on a abandonné. Et puis depuis 2-3 ans, en fait, c'est revenu par capillarité, l'eau. Et donc quand on voit tout le débit qu'il y a, c'est dommage de laisser perdre toute cette eau, sachant qu'on arrose environ 3 fois par semaine. Ah vas-y, tu veux ouvrir ? En 6 minutes seulement, la citerne est remplie. Là, on va prendre 600 litres environ. On va faire notre tournée. Et dès qu'elle est vide, on revient. Je vous dis, je fais à peu près entre 2 et 3 cuves par jour. Soit plus de 2000 litres d'eau par jour. Pas d'inquiétude, la réserve est bien suffisante. Des travaux ont permis d'agrandir ce bassin de rétention dont la capacité est d'environ 20 000 litres. L'eau remonte ici par capillarité, d'où cet aspect marécageux alentour. Alors à la base, il y avait déjà un vieux bassin qui avait été fait, un bassin naturel, je précise. Donc en fait, c'est un trou dans la terre tout simplement. Et la qualité de la terre argileuse fait que ça arrive à retenir l'eau. Ce bassin, il est resté abandonné pendant plusieurs années. Et quand on a voulu mettre en œuvre ce dispositif, on est venu avec un bulldozer. On a recreusé le bassin, on l'a agrandi. On a réutilisé la technique qu'ils avaient faite, c'est-à-dire on a pris la terre argileuse pour faire l'étanchéité tout autour. On a gagné un peu en profondeur. Et après, on a mis un système de filtrage pour que ça puisse arriver avec une belle clarté, comme vous avez vu tout à l'heure lors du remplissage. C'est parti pour la tournée d'arrosage. En plus de l'économie d'eau, les besoins sont moindres avec l'utilisation de plantes endémiques, moins consommatrices. L'économie sur la facture d'eau de la ville avoisine les 900 € à l'année. Nous en venons maintenant à la journée de mardi 18 mai. Dans le Grand Direct, nous évoquions l'arrivée des autotests dans l'Académie de Nice, dans les lycées donc du Var et des Alpes-Maritimes. Démonstration devant la caméra d'Alexis Ricard. Ce mardi, c'est le premier jour de distribution d'autotests pour ces élèves du lycée Masséna à Nice. Devant eux, le kit complet. Là, vous avez, c'est bon, un écouvillon. Mais avant de se lancer, l'infirmière explique le protocole à suivre. Non, il faut des gens qui sont capables et en capacité de comprendre ce qu'ils font, bien entendu, et de ne pas se blesser. Avec les lycéens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous avons des élèves très autonomes. Une fois le matériel déballé, les élèves assurent eux-mêmes le prélèvement nasal. L'écouvillon est ensuite immergé dans un réactif, puis déposé sur cette cassette. C'est parti pour 15 minutes d'attente. C'est assez facile, ça se déroule en 5 minutes, en de petites étapes assez simples. Il ne faut pas prendre beaucoup de précautions, c'est assez simple et je trouve ça bien justement pour le faire soi-même. Très simple d'utilisation, beaucoup moins douloureux qu'un test en pharmacie et très pratique. Les résultats sont prêts, une barre, tous sont négatifs. Dans ce lycée, cette salle sera dédiée aux autotests 2 jours par semaine. Ces kits de dépistage sont fournis à tous les lycées de l'académie. Oui, les choses sont en train de se mettre en place dans tous nos lycées. On a livré quelques 71 000 tests pour les lycéens dans notre académie et plus de 210 000 pour les personnels également du second degré. Sur la base du volontariat, n'importe quel élève peut effectuer le test. Le personnel du lycée, quant à lui, n'est pas oublié.
Ils sont fournis par l'Académie et la région. Tous les personnels ont été couverts, que ce soit les personnels éducation nationale, que ce soit les personnels région. Les collectivités territoriales se sont engagées au même niveau que les autorités académiques pour faire en sorte que tous les personnels soient protégés et soient en situation de se tester. Ces autotests seront disponibles dans les lycées de l'Académie de Nice jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un mardi 18 mai qui était également une journée de mobilisation sur le front social, mobilisation évidemment dans le secteur de la santé comme depuis plusieurs semaines, mais également pour les postiers de notre région. Grand rassemblement était d'ailleurs organisé à Marseille. Manon Mujica. La distribution du courrier perturbée ce mardi. En cause, le mouvement national des postiers. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de grévistes avoisine les 16%. Parmi les revendications, la titularisation des précaires, CDD et intérim. Leur nombre a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire selon les syndicats, et ce pour pallier l'accroissement structurel des livraisons de colis. Le facteur colis sortait en moyenne avec 120-130 colis. Aujourd'hui, on a des tournées qui sortent à 250 colis. La Poste nous répond, oui mais on met des renforts. Des renforts, mais ce n'est pas la solution de mettre des renforts. Embaucher. Sur une tournée à 250 colis, faites-en 2. Mais arrêtons de faire l'enfant. Renfort, c'est quoi? On va à l'agence intérim, on prend un petit jeune qui a besoin de travailler, on le fait travailler pendant la période 1 ou 2 mois sur cet emploi précaire, et après on lui dit au revoir et merci. Plus de moyens humains et une revalorisation des salaires, c'est l'autre cheval de bataille. Les syndicats demandent le versement d'un bonus Covid de 1 000 €. Ils dénoncent aussi l'absence de prime d'intéressement cette année. Un facteur qui a 30 ans de boîte, il touche 1 400 € net de salaire. C'est juste indécent de se dire d'un certain côté, on est des maillons essentiels, il faut qu'on soit présent au quotidien auprès des usagers, et que d'un autre côté, la Poste qui fait énormément de bénéfices ne redistribue pas un tant soit peu les gains de ces bénéfices à ceux qui ont assuré les missions de service public. L'an dernier, la Poste affichait un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros contre 822 millions en 2019, et ce, en grande partie grâce à la branche assurance qui sauve les comptes du groupe. Et mardi soir, nous étions à quelques heures de la grande journée de réouverture dans notre pays. Et parmi ces établissements qui avaient hâte de pouvoir accueillir à nouveau du public, les théâtres et les musées, nous en avons discuté avec la secrétaire générale du Théâtre national de Nice et la directrice du musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Bonsoir Ella Perrier, merci d'être là. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes secrétaire générale du Théâtre national de Nice. On a souvent affaire à votre directrice Muriel Mayette-Holz qui est très occupée parce que demain, c'est le grand jour pour elle, pour sa troupe, pour vous, pour toutes les équipes du théâtre. On va rejoindre dans quelques minutes Nora Ferreira qui dirige le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Elle est là, vous la voyez. Bonsoir à vous, merci d'être là. Là aussi, c'est un jour de réouverture. On va évoquer les protocoles. Et puis un reportage. Nous avons suivi le maire de Marseille au Muséum d'histoire naturelle de la cité phocéenne, puisque des protocoles là aussi vont être mis en place et nous l'avons suivi dans sa visite. Et là on va commencer avec vous. Demain, jour de première finalement, ça n'a jamais aussi bien porté son nom qu'après combien de temps de fermeture pour le TNN ? Eh bien 8 mois. 8 mois de fermeture pour le Théâtre national de Nice. Effectivement, ça commence à faire. J'imagine que les acteurs sont, acteurs et actrices, stressés, mais c'est du bon trac. Oui, ils sont impatients. On n'a pas pu dérouler notre saison. On a commencé au mois d'octobre. On a eu 2 spectacles et puis voilà, l'enchaînement comme tous les autres lieux. On est très heureux, très impatients. Le public nous attend. Et surtout, on est heureux qu'on puisse réouvrir avec le dernier spectacle de l'année. Alors, on va développer ensuite, on a rajouté une bonne quinzaine de spectacles à la suite, mais on ouvre avec le dernier spectacle qui devait avoir lieu, qui est la création de Muriel Mayette-Holz. Et qui s'appelle L'Arsène Magie. Non, Feuilleton Goldoni. Oui, Feuilleton Goldoni, c'est jeudi. Voilà. Et demain, demain, on ouvre avec un mentaliste assez génialissime, qui sera dans notre petite salle, donc très proche du public, avec bien évidemment des protocoles stricts respectés. Et puis jeudi, la création de notre directrice avec la troupe
du théâtre. Voilà, c'est ça, parce que donc j'ai les dates et les heures. Donc c'est 19h30 demain pour le mentalisme et jeudi à 19h, donc dans la grande salle, la salle Pierre Brasseur, pour le feuilleton Goldoni, Les Amours de Zélinda et Eline Doro. Un mot sur cette création qui est donc le fruit du travail de Muriel Mayette et de ses équipes. Dans quel état d'esprit est-elle ? Parce que on l'a eu beaucoup pendant le confinement. Impatiente, elle avait envie de retrouver le public. Elle s'est démenée aussi pour faire ça en ligne, pour accueillir des scolaires. Mais là, ça y est, on va être de nouveau au contact du public. Oui, elle est très impatiente comme toute l'équipe, comme la plupart des artistes et des directeurs de théâtre qui ont envie de partager ce qu'ils ont construit pour le public. On est là pour le public. Alors les répétitions, ça nourrit bien évidemment, ça nourrit artistiquement, mais là, ils ont vraiment hâte. Parce que nous, les équipes, on est là avec eux, mais le but ultime, c'est quand même le public. Donc on est vraiment ravis de les retrouver en salle. On a tout aménagé pour cela et on est vraiment très contents de leur faire partager ce travail qui a été c'est un travail de création. Notre théâtre est un théâtre de création, oui. Donc ça tombe aussi bien avec un accueil un peu particulier dans la petite salle, un mentaliste seul en scène et puis une grande création avec 12 comédiens au plateau, les décors, les costumes, tout a été créé à Nice et ce sera la première. Et nous aurons à la rentrée une grande tournée qui débutera sur Paris. Vous nous expliquerez aussi un peu ce qu'on va retrouver tout l'été, parce que ça a dû perturber quand même la programmation, mais il y a de beaux événements dans toute la ville de Nice d'ailleurs. On prend la direction de Saint-Raphaël maintenant, où nous attend donc Nora Ferreira, qui dirige le musée Louis de Funès, qui est un musée qui est tout neuf et qui est tout jeune, je voulais dire, et qui rencontre beaucoup de succès. Comment avez-vous occupé, vous, ces mois de fermeture et comment appréhendez-vous la réouverture demain ? Parce qu'il risque d'y avoir un peu de monde aussi chez vous. Oui, bonsoir. Je suis enthousiaste et confiante pour cette réouverture de demain. Effectivement, nous avons été fermés depuis plusieurs mois et on est en manque de théâtre, on est en manque de cinéma, on est en manque de musée. C'est comme si on nous avait retiré un poumon et demain, on va enfin respirer. Qu'avez-vous prévu côté protocole ? Alors, l'avantage d'un musée, c'est qu'on peut facilement créer un sens de visite, contrôler la jauge et distribuer à l'entrée tout ce qu'il faut. Oui, on assure la sécurité du public et du personnel, ça c'est très important, c'est une des conditions pour la réouverture des musées. Donc nous avons une jauge de 55 personnes maximum dans le musée, donc c'est quand même sympa pour visiter tranquillement en attendant que cette jauge de 8 mètres carrés passe à 4 et puis fin juin on retrouve un taux normal. Et puis, c'est donc les gestes barrières, bien évidemment, c'est le marquage au sol pour les distanciations. Tout est là pour ouvrir sereinement le musée. Mardi, vous avez découvert également le projet de ces 2 Toulonnais qui ont perdu leur emploi durant la crise de la Covid-19. Mais ils ne se sont pas laissés abattre et ont décidé de créer un café ambulant qui se balade désormais dans les rues de Toulon. Marion Colangelo et Thomas Bernabé. Bonjour. On va prendre un expresso s'il vous plaît et deux cookies, ça marche. Envie d'un café, d'un thé ou d'une douceur à emporter directement sur le marché du cours Lafayette à Toulon. C'est possible grâce à ce petit triporteur installé rue Paul Landrin depuis un peu plus d'une semaine. Un concept de café itinérant que ce couple de Toulonnais a imaginé après avoir été licencié de la restauration à cause de la crise sanitaire. Ma femme était assez déçue, elle est rentrée à la maison, elle me dit qu'on va être licencié économique. Je lui dis donc on va vendre des cafés dans la rue, elle a rigolé. Et après on s'y est intéressé, on s'est penché sur le sujet, on a regardé les triporteurs et on a dit on balance tout et on met tout là-dedans. Et on est parti sur ça et voilà, faut avouer que ça change un petit peu, les gens sont curieux, et avec le petit côté écologique qui va bien pour la période, donc voilà. Présent sur le marché du centre-ville tous les matins sauf le lundi et le mercredi et dans les quartiers de la Rode et des Lys les autres jours et les après-midi, Audrey et David ont souhaité répondre à une véritable demande sans empiéter sur le travail des autres. Je pense qu'on a un service à amener aux usagers toulonnais dans des quartiers où il n'y a rien, voire même des administrations où on pourrait proposer la pause cigarette autour du triporteur en actant de rendez-vous. C'est pour ça que oui, voilà, l'idée c'est vraiment de déambuler mais sans gêner les commerçants sédentaires. Le petit plus, un concept 100% écologique et autonome
et des produits locaux et de qualité. Notre ADN, et ça c'est vraiment ce qu'on a désiré, c'est travailler avec les locaux. Donc pour le café, on a la chance de collaborer avec les cafés Maurice, torréfacteurs depuis 1875 si je ne m'abuse à Toulon. Pour les gourmandises, on travaille avec le petit biscuitier. Le thé, on est sur un thé bio. Je lance un petit appel, j'en profite. On aimerait également travailler avec un partenaire local. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore trouvé. Une démarche qui se veut vertueuse et qui tend à se développer très prochainement. Salut, à après-demain. Et mardi, enfin, nous faisions la rencontre de Lucien, élève au lycée hôtelier de Marseille. Il était alors en pleine préparation de sa grande finale, la finale du concours du meilleur apprenti sommelier de France. Une rencontre et un portrait signé Yentel Criado. Avant aération, le nez s'ouvre sur des notes fruitées, légèrement mielées. On est sur un vin qui est gourmand, frais, équilibré, avec de beaux amers en finale, sur une persistance aromatique de psychodalie. Derniers instants de préparation avant le grand jour. Lucien disputera dans quelques jours la finale du concours du meilleur élève sommelier de France en vin et spiritueux. Élève au lycée hôtelier de Marseille, s'est entouré de son enseignante qu'il s'entraîne et répète pour cette épreuve. Dans une épreuve de une demi-heure, à argumenter sur un menu qu'on aura dégusté la veille, à faire une dégustation d'un vin rouge et d'un vin blanc, le décantage d'un vin rouge et la reconnaissance de 2 eaux de vie, plus quelques questions en anglais. Peut-être du Riesling pour ces notes d'agrumes et cette minéralité que j'ai pu sentir au nez. Sur la reconnaissance du produit, c'est un sans faute aujourd'hui pour le candidat, mais ce n'est pas le seul critère sur lequel il sera évalué. Le comportement et la prestance du candidat. Donc la facilité à s'exprimer, à se tenir, le vocabulaire utilisé, raconter une histoire, faire vivre des sensations, des émotions et happer, je dirais, son public et ses clients. Bien connaître le produit, savoir le vendre et proposer des mets pour accompagner ce vin. Il faut une viande assez puissante pour pouvoir tenir sur les notes cuirées du vin. C'est bien parce que tu as mis en évidence aussi des notions de produits, des origines particulières. Et ça, même tu peux pousser sur ta pintade, tu peux pousser aussi, parce que ça montre une culture professionnelle plus ample. À 21 ans, Lucien n'en est pas à son premier concours, une façon de se challenger, mais aussi et surtout l'occasion de partager sa passion et rencontrer des professionnels du secteur. De se remettre en question, c'est l'intérêt des concours, de voir le niveau qu'on a aussi par rapport aux autres, où est-ce qu'on se situe. Donc c'est ça le vrai intérêt des concours, mais c'est surtout des rencontres avec des vignerons et les autres candidats aussi qui viennent de la France entière. Début des épreuves vendredi, une finale qui se déroulera à Tain-l'Hermitage. Lucien sera en compétition avec 5 autres candidats retenus parmi 40 élèves sélectionnés dans toute la France. Nous en venons maintenant à mercredi 19 mai, une date qui, je n'en doute pas, est restée dans vos mémoires puisqu'elle a marqué cette semaine la réouverture de toute une série d'établissements, notamment les restaurants, les bars et les cafés. Reportage que nous vous proposions dans le Grand Direct à Toulon avec Thomas Bernabé et Marion Colangelo lors du service de midi dans un lieu emblématique de la capitale varoise. C'était un jour très attendu. Après plus de 7 mois de fermeture, les restaurants peuvent enfin ouvrir leurs terrasses au public. Ça tombe bien, ici à Toulon, il fait un temps très agréable. D'ailleurs, nous sommes avec Sébastien, le gérant de la brasserie Le Quartz sur la place Puget. Sébastien, j'imagine que c'est un réel soulagement d'être ici aujourd'hui. Une véritable libération, à vrai dire. Après 7 mois, on va enfin pouvoir reprendre notre métier et retravailler sans les aides de l'État qui, sincèrement, nous ont été très très utiles. J'imagine que du coup, vous avez mis en place des choses aujourd'hui pour l'occasion. On a tâché de faire des choses assez simples pour attirer l'attention un peu sur cette place qui est d'abord mythique à Toulon et simplement pour donner un petit peu d'activité, donner du plaisir. Des réservations pour ce premier service ? Beaucoup de gens ont véritablement joué le jeu. On a eu pas mal de réservations tout au long depuis le début de la semaine et on est très 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 satisfaits.
Merci beaucoup Sébastien pour ces précisions. Pendant que nous parlions, la terrasse s'est remplie. Ici, tout le monde profite du moment. C'est d'ailleurs le cas de Damien et Jade. C'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Oui, c'était important pour nous puisqu'actuellement on fête nos 3 ans. Donc c'était important de faire ce repas en amoureux, de bien profiter. Et puis d'être sur cette place fait qu'on revoit un petit peu de vie puisqu'on avait actuellement une place un peu éteinte. Et donc on est très contents. Vous allez profiter de faire d'autres animations avec les autres choses qui ont ouvert ce jour? On ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire cet après-midi, mais oui, on réfléchit et on verra par la suite, oui, bien sûr. Merci beaucoup et bon appétit à tous les deux. Vous pouvez le voir, l'ambiance ici est assez joviale. Tout le monde savoure ce petit moment de liberté. Mais il faudra attendre encore quelques jours avant de profiter des terrasses en soirée, car un couvre-feu est maintenu à 21h jusqu'au 9 juin prochain. Au programme également de cette journée de mercredi, la réouverture des petits commerces et des grands centres commerciaux. Sébastien Serrano est allé prendre la température dans le plus grand centre commercial d'Europe. Il est à Saint-Laurent-du-Var, Cap 3000, qui évidemment a accueilli son public, vous le voyez derrière moi en musique, mais avec beaucoup de précautions et un protocole très strict. 3 mois et demi qu'ils étaient dans les starting blocks. Les commerçants du centre Cap 3000 ont retrouvé leur boutique ce matin. Dernière mise en place en vitrine, derniers petits aménagements, tout est prévu pour accueillir des clients impatients eux aussi. Tous attendaient le lever de rideau de 10h. C'est un grand bonheur, c'est un plaisir, c'est la vie, c'est une joie de tous se retrouver. Et en plus, en cette journée magnifique, ensoleillée, c'est que du bonheur. Il était temps qu'on réouvre, ça fait quand même 3 mois et demi qu'on était fermé, plus que l'année dernière. Donc il y a une impatience à la fois des commerçants, des restaurateurs et même de nous, la direction du centre. On avait vraiment une envie folle de réouvrir et enfin, c'est arrivé. Mais pour que le plus grand centre commercial d'Europe puisse réouvrir, il a fallu respecter de nombreuses règles. Sens de circulation dans les allées, gel hydroalcoolique et masque à disposition, mais aussi un contrôle de la jauge du public. Une jauge prévue à plus de 11 000 personnes, calculée en temps réel. L'ensemble des portes du centre commercial, les 12 portes, sont équipées en fait de capteurs, des capteurs, ce qu'on appelle des beacons quant-à-flot, qui nous permettent en temps réel via une application qui est directement reliée avec le PC sécurité de savoir combien de personnes se trouvent à l'intérieur du centre commercial. Donc on peut vraiment contrôler tout le temps, toute la journée, à combien de personnes on se trouve. C'est une intelligence qui compte les entrées et les sorties. Et donc s'il y a une alerte, on peut fermer les portes du centre commercial et fluidifier aussi les arrivées des personnes à l'intérieur, faire sortir tranquillement les gens et s'assurer que le confort de visite est respecté pour tous. Il faut savoir que la jauge de 11 000 pour Cap 3000, c'est une jauge qui est vraiment, pas très restrictive, puisqu'on a atteint maximum, on a atteint 7 000, 7 500 personnes en présentiel. Si jamais on atteint 11 000, on sera les plus heureux du monde. Les retrouvailles s'annoncent donc sous les meilleurs auspices entre Cap 3000 et ses clients. À noter qu'à compter du 9 juin, la jauge du public autorisé passera à une personne pour 4 mètres carrés au lieu de 8 mètres carrés aujourd'hui. Et parmi les invités du Grand Direct de ce mercredi, jour de réouverture, le président du club de handball d'Istres, parce que ce mercredi marquait également le retour d'une partie des spectateurs dans les enceintes sportives, 35% de la jauge, et évidemment un retour qui fait le plus grand bien aux sportifs et aux dirigeants de nos clubs en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Taormina, bonsoir. Merci d'être avec nous. On voit derrière vous, il y a du monde. Ça y est, du monde dans les tribunes. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que vous menez en plus à la mi-temps 16-10. Oui, on a un objectif, nous, maintenant. On attaque notre nouveau championnat, celui qui nous correspond le mieux. On a 8 matchs à faire, dont 2 cruciaux. Et ça tombe bien que le premier d'entre eux tombe le jour de la réouverture. Bon, le public, c'est compliqué à jouer avec ces jauges, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à mobiliser du monde. On a réussi aussi à mettre un peu des événements un peu spéciaux pour mettre tout de suite les joueurs dans des conditions de compétition ultime. Et je pense que l'ensemble, la libération, elle est double pour nous aujourd'hui, pour l'instant. Une, je suis certain, c'est le plaisir de retrouver tous les supporters, tous les partenaires avec nous. Et la deuxième, c'est... On va croiser les doigts. Pour l'instant, ce +6 à la marque. Moi, j'ai des joueurs qui sont hyper motivés.
on joue notre saison sur ces 2 matchs, et sur celui de ce soir et celui de Tremblay dimanche. Voilà, donc oui, une très 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 grosse satisfaction de revoir enfin des gens dans les tribunes, oui, c'est sûr. Alors, on rappelle que vous évoluez parmi l'élite, donc la Lidl Star League, avec des clubs comme Paris, Montpellier, Aix aussi dans notre région. Vous êtes actuellement 15e, donc vous jouez votre maintien. Et donc, du coup, l'apport du public, même si la jauge est limitée à 35%, vous nous direz combien ça fait également. C'est indéniable, enfin, c'est un vrai plus. Ah non, mais c'est un crève-cœur. Moi, j'ai assisté en tant que président au dernier match. C'est épouvantable. C'était plus du sport. Là, vraiment, on a cette communion, on l'a retrouvée. Le 8e homme, il est là. Et même si c'est que quelques centaines de personnes, c'est des gens qui sont pas venus pour passer un moment. Ils sont venus pour nous soutenir. Et on poursuit cette rétrospective autour des réouvertures du mercredi 19 mai. Les casinos ont également accueilli leurs habitués, car dès 8h du matin, ils étaient nombreux devant les machines à sous de La Ciotat. Yentel Criado était sur place. Applaudissements et aide d'honneur, voilà l'accueil auquel ont eu droit les clients du casino plein air de La Ciotat pour cette réouverture. Les habitués étaient au rendez-vous, impatients de retrouver leur machine à sous, mais aussi l'ambiance festive et familiale des lieux. Ah, t'as pas perdu de temps? Ah ben non, ah, c'est magnifique, ça me fait plaisir, je m'attendais pas. Exprès pour la réouverture, mais sans blague. Je suis venu exprès pour la réouverture pour une petite heure, après je pars travailler, mais il fallait marquer le coup pour la réouverture du plein air. C'est une renaissance, ça fait du bien, on revoit un petit peu les gens qu'on aime, on passe du bon moment, on passe vraiment de bonnes soirées ici, de bonnes journées. Et ça fait un bien fou de reprendre une vie normale. Enfin, un grand air. C'est de revoir un petit peu tout le monde, de voir les animateurs, l'animateur, tout un ensemble, tout le personnel, l'ambiance. Pour faire face au couvre-feu à 21h, les horaires du casino sont modifiés. Ouverture des portes à 8h au lieu de 10h. Et les clients ont donc dû mettre leur réveil un peu plus tôt. Ça avait été 6h, je serais venue aussi. J'étais réveillée déjà depuis 6h pour me préparer. Pour fêter cette réouverture, le petit déjeuner est offert. Après 200 jours de porte close, c'est un soulagement pour les clients, mais aussi pour le responsable des lieux, qui a maintenu durant tout ce temps le lien avec la clientèle. J'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec notre clientèle, avec nos clients, qui étaient en demande. Ils nous demandaient à chaque fois, mais quand est-ce qu'on peut revenir, quand est-ce qu'on peut revenir retrouver notre machine, retrouver notre casino, et extrêmement content de voir que les gens sont au rendez-vous. Le casino rouvre aujourd'hui avec une jauge à 35% de sa capacité d'accueil. Pour l'heure, seules les machines à sous et les jeux électroniques sont mis à la disposition des clients. Dès le 9 juin prochain, les jeux traditionnels seront à leur tour disponibles. Allez, pour terminer avec cette journée de réouverture, mercredi, direction le parc Phoenix à Nice. 7 hectares de verdure, plébiscité par les familles, vous allez le voir, grâce à ce sujet de Claudia Olivier. Daniel et Pierrette sont les premiers visiteurs à retrouver le parc Phoenix. Pour cette réouverture, ils sont venus accompagnés de leurs petits-enfants. Et oui, on est venus avec les petits-enfants pour profiter de ce parc. Il y a plus d'1 an qu'on n'avait pas vu nos petits-enfants. Maintenant que les conditions sont favorables, bien, on en profite. Balades, pique-niques, activités. Pour les visiteurs, c'est un grand bol d'oxygène dans ce dédale de 7 hectares. Là, on mange et après, c'est surtout pour les enfants avec les animaux, tout ça. C'est vrai que c'est plus agréable que les jardins standards, quoi. Ça fait du bien de pouvoir ressortir, ça fait du bien de voir aussi s'amuser et au plein air et dans une forêt en plein cœur de Nice. Et pour les employés du parc, c'est aussi une très belle journée. Xavier, responsable du parcours Acrobranche, retrouve le public et notamment les enfants après 7 mois de fermeture. Alors on a eu quelques appels, on attend du monde quand même. Après beaucoup, ça on verra. On a eu une bonne quinzaine d'appels. Donc après, il y a ceux qui ont réservé et ceux qui viendront comme ça à la volée. Nourrir les animaux, entretenir la flore. Durant la fermeture, les employés n'ont pas chômé. L'occasion également de faire quelques travaux.
Là, on a focalisé sur des opérations sur lesquelles on a profité de l'absence du public pour démonter certains passages, notamment les ponts, qui ont été totalement démontés par notre régie, on a les ateliers, qui les ont reconstitués avec une meilleure solidité, avec de meilleurs matériaux. Port du masque, demi-jauge, distanciation sociale. Le protocole est bien sûr le même qu'ailleurs. Une réouverture sous un soleil de plomb. En temps normal, le parc Phoenix accueille 350 000 visiteurs par an. Nous en venons maintenant à la journée de jeudi, 24 heures après les grandes réouvertures dans notre région. Tous les lieux culturels ont accueilli du public, sauf le Théâtre National de la Criée à Marseille, puisque ce dernier est toujours occupé par les manifestants, les intermittents du spectacle, les professionnels du monde de l'événementiel qui réclament un certain nombre de réformes. Manon Mujica était sur place pour tenter de comprendre le nœud du problème. Au café Maupassant, voilà le nom de la pièce qui devait se jouer ce soir au Théâtre de la Criée. Une représentation annulée pour la 10e semaine consécutive. Le lieu culturel est occupé en grande majorité par des jeunes, des étudiants en art dramatique et des intermittents du spectacle. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. L'idée aujourd'hui, c'est de bloquer la réouverture parce qu'on ne se satisfait pas de la non-écoute du gouvernement, que la réforme d'assurance chômage va passer le 1er juillet et que c'est quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement précarisant. Depuis quelques semaines, le dialogue est rompu avec la direction et notamment Macha Makayev qui, dans la presse, plaide pour une réouverture en urgence. Pour tenter de trouver une issue, une médiation s'est tenue ce matin en présence de la DRAC et de Jean-Marc Coppola, l'adjoint en charge de la culture à la ville de Marseille. La question qui leur a été posée, c'est est-ce que on peut envisager une cohabitation entre ce qui se fait d'ailleurs au ZEF Le Merlan, entre vous qui occupez et puis l'activité qui reprend, parce que c'est aussi un moyen de rendre l'action populaire en rencontrant le public, en rencontrant les artistes qui viennent se produire à la Criée, plutôt que de bloquer. Et je pense qu'effectivement, un théâtre fermé alors que tout rouvre, ça peut être un peu contre-productif. Ce compromis pourra-t-il voir le jour? Réponse demain. Les occupants tiennent une assemblée générale en fin de journée. Jeudi, nous nous sommes également rendus dans le petit village de l'Escarène, dans les Alpes-Maritimes, pour voir comment les commerces et restaurants ont repris vie. Ce sont des maillons essentiels de la vie sociale dans les toutes petites communes. C'est un reportage signé Claudia Olivier. Ça, c'est la carte. Le plat du jour, c'est tomate mozza aujourd'hui. Pour cette deuxième journée de réouverture, Christian, restaurateur à l'Escarène, est ravi de pouvoir accueillir de nouveau ses clients. Après 7 mois de fermeture, c'est un vrai plaisir pour lui de revoir ses habitués. On les a pas vus depuis un moment et ici en village c'est un petit peu particulier, c'est pas comme en ville où il y a tellement de passages qu'on n'a pas le temps de s'attacher aux clients. Ici, nos clients, ce sont souvent que des habitués, on les connaît, on les voit depuis des années. Certains, on les voit même malheureusement partir et donc on s'y attache. Demi-jauge et distanciation sociale, famille, collègues, amis sont rassurés par le protocole sanitaire. Un moment de convivialité qu'ils sont tous heureux de retrouver. Là, on est à l'apéro. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé, mais voilà, ce qui va sortir de la cuisine est toujours excellent. Ouais, le plaisir d'être assis, parler avec des collègues, manger un coup, c'est sympa. Au lieu de rester dans le camion, en général, manger dans mon camion, c'est mieux en terrasse. Ça fait beaucoup du bien, de bien. Maman, pour profiter de l'air, du vent, du soleil. Dans cet autre commerce, situé en plein cœur du village, considéré comme un commerce dit non essentiel, Pascal Bijoutier a pu également rouvrir son établissement en toute sécurité. J'ai mis une plexiglas là, ici, pour... c'est vrai que les gens, ils se mettent là, comme ça, c'est bien. Après, voilà, j'ai du gel alcoolisé, là, vous voyez, 2 bouteilles. Et après, j'ai ce produit aussi, là, pour désinfecter. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'en va, je désinfecte. Et le masque aussi, voilà, obligatoire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Dans ce petit village de 2500 habitants, ces réouvertures sont essentielles à la vie. L'Escarène va pouvoir basculer vers la saison d'été si importante avec sérénité. Et ce jeudi, l'un des invités du Grand Direct, c'était Sébastien Debeaumont, le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons évoqué avec lui le recul de l'épidémie de Covid-19 dans notre région.
Bonsoir Sébastien de Beaumont, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis notre plateau marseillais. Je le disais, vous êtes directeur adjoint de l'ARS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, les nouvelles sont plutôt bonnes du côté des chiffres. La courbe ne cesse de descendre. Alors, on verra avec vous, évidemment, qu'il ne faut surtout pas baisser la garde et que c'est de la responsabilité de chacun de faire attention à ce que l'épidémie ne reprenne pas. Mais j'imagine que vos services, que les personnels de santé sont quand même un peu plus soulagés ces derniers temps. Totalement, bonsoir. Vous avez raison de le dire. Depuis 15 jours, 3 semaines, dans notre région, qui était l'une des régions de France où les indicateurs étaient les plus dégradés, beaucoup plus qu'au plan national, on constate une décrue très claire et marquée. Donc, vous avez raison de le dire, je pense que pour tout le monde, à commencer par les soignants à qui je souhaite ce soir une nouvelle fois tirer mon chapeau, c'est un soulagement, mais un soulagement qui reste teinté de prudence. Teinté de prudence, parce que les chiffres, je suis en train de les consulter en même temps qu'on est en train d'échanger. Alors, je regarde les taux d'incidence, évidemment, et la tension hospitalière. Il y a encore un petit point de crispation quand même sur les Bouches-du-Rhône, même si ça n'a rien à voir avec la situation il y a ne serait-ce que quelques jours. On est sur un taux d'incidence aux alentours des 137 et une tension hospitalière aux alentours de 72%. C'est ça la bonne nouvelle surtout des derniers jours, c'est que dans les hôpitaux, on a fait baisser la tension hospitalière. C'est exactement ça. On avait atteint, avec cette troisième vague, ne l'oublions pas, un record et un taux inédit d'occupation en services de réanimation et de soins intensifs dans les différents départements de notre région, avec donc un pic de patients qui était inégalé par rapport à la première ou à la deuxième vague. Donc vraiment, encore une fois, surtout avec la succession de ces vagues, chacun, à commencer par les soignants, sont allés piocher dans les réserves un peu plus en repoussant les limites. Donc c'est pour ça qu'on peut se féliciter maintenant de cette décrue qui est aussi sur le plan sanitaire très franche, mais qui reste, disons-le, à un niveau quand même encore élevé, avec plus de 330 patients à cette heure-ci hospitalisés, pris en charge pour Covid dans ces services de soins intensifs. Donc ça, c'est le chiffre sur toute la région, hein. C'est le chiffre pour toute la région, tout à fait, avec effectivement une tension marquée encore aujourd'hui, vous le soulignez à juste raison, sur les Bouches-du-Rhône, de par la capacité, on va dire, et l'importance de la capacité, mais aussi le rôle d'expertise et de recours des établissements marseillais, à commencer par la PHM. Donc voilà, donc effectivement, ça reste encore à un niveau élevé, même si la décrue, là aussi, est marquée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Réjouissons-nous quand même des bonnes nouvelles. Alors, juste un point sur les deux autres départements dont nous n'avons pas parlé et qui sont sur notre zone. Le Var est à 96 de taux d'incidence et 87% de tension hospitalière. Alors, les Alpes-Maritimes, c'est là où c'est quand même très surprenant. La décrue est allée très vite parce que dans cet quartier, on était à 1000 il y a encore un mois. On a eu une moyenne sur la métropole de 700. Là, on est à 58 de taux d'incidence et 48% de tension hospitalière. Comment vous expliquez que c'est allé aussi vite? C'est les mesures prises par le gouvernement et la campagne de vaccination? Voilà, ce sont les deux. Il y a aussi le taux de positivité qui, dans les Alpes-Maritimes, là aussi c'est une excellente nouvelle, à cette heure-ci, est effectivement le plus faible de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Juste de se dire que c'est spectaculaire, mais on est parti de beaucoup plus haut, vous l'avez souligné, et donc de beaucoup plus loin dans le temps sur la prise de mesures spécifiques pour essayer effectivement d'endiguer les choses. Souvenons-nous notamment des couvre-feux qui, depuis le mois de janvier, il y a des mesures spécifiques qui ont été mises en œuvre pour tenter de freiner et d'endiguer cette escalade des indicateurs. Donc c'est non seulement par rapport au confinement que l'on a connu sur l'ensemble des départements, c'est aussi lié aux mesures qui avaient été prises en amont et ce qui explique que les choses soient aussi marquées aujourd'hui. Et puis vous le disiez très justement, on a une bonne nouvelle également, c'est la vaccination. De manière générale, dans notre région, on a une couverture qui est plus élevée même que la moyenne nationale, que ce soit en première dose ou pour l'ensemble des deux doses. On a à l'échelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur 32,9% de notre population qui a reçu une première dose contre 32,2% au plan national. C'est encore plus marqué sur l'entièreté du schéma vaccinal, c'est-à-dire les deux doses, avec 17,5% de notre population concernée contre 15% au plan national. Je dis toujours, nous faisions un premier point sur le week-end de l'Ascension, week-end en cours. Les hôtels étaient déjà pleins à ce moment-là de la semaine, notamment à Marseille. Yentel Criado. Bonjour.
J'ai une réservation, merci. Oui, pour ce soir? Oui. Très bien. 4 nuits. 4 nuits. Les valises défilent dans le hall d'entrée de cet hôtel marseillais et les réservations battent leur plein à la veille du week-end de la Pentecôte. J'ai réservé pour le week-end de la Pentecôte, effectivement. La réouverture des terrasses, je vais tâcher d'en profiter pleinement. Et depuis ma chambre et sur le vieux port de cette magnifique ville. Les réouvertures des terrasses, des hôtels et restaurants ont effectivement convaincu les touristes de réserver leur séjour sous le soleil de Marseille. Là, on voit vraiment une montée en charge assez importante pour ce week-end. Le couvre-feu qui est donc décalé à 21h, la réouverture des terrasses de commerce également, font que effectivement vous pouvez quand même vous balader une bonne journée entière dans la ville. Pour ce week-end prolongé, beaucoup de réservations de dernière minute. Là, aujourd'hui, on prend entre 5 et 10 chambres jour pour jour, ce qui est beaucoup. Généralement, les gens ils réservent au moins à J-2, J-3, voire plus pour l'été. Mais là, on est vraiment sur du last minute, le jour pour le jour. Du last minute, c'est le cas de ces touristes lyonnaises. Que nous, on a laissé la pluie derrière nous. Voilà, et en plus, c'était surtout pour changer d'air, en fait. Changer d'air, prendre l'air marin, se promener. Voilà quoi, le soleil du sud. De voir d'autres paysages, on en avait vraiment besoin. Et on avait envie de voir la mer, surtout. Avec un planning de réservation presque complet pour ce week-end, les hôteliers sont confiants pour la saison estivale à venir. Les réservations donc pour samedi soir, pour l'instant j'ai 52 chambres de remplies sur 61. Ce graphique m'indique que l'année dernière, à cette même période, j'avais 0 chambre de réservée puisqu'on a réouvert en juin l'année dernière. On est un petit peu sur un espèce de coup d'envoi d'un marathon, je dirais, qui va durer tout l'été. On se remet un petit peu d'une gueule de bois et on espère aller vers des lendemains de fête très bons. Et pour terminer avec cette journée de jeudi, nous découvrions dans le Grand Direct ce dispositif anti-déchets imaginé à Mandelieu, dans les Alpes-Maritimes, des filets qui sont d'ailleurs utilisés dans 15 métropoles françaises. Explication, Alexis Ricard. Le long de la plage à Mandelieu, vous pouvez croiser ces filets noirs. Installés au niveau des évacuations d'eau, ils servent à retenir les déchets abandonnés dans la nature et transportés par l'eau de pluie. Donc l'avantage d'un filet, c'est quoi ? C'est qu'il va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on n'a pas besoin de s'occuper de lui. Et il va utiliser l'énergie de la pluie pour aller piéger les déchets. En fait, c'est une alliance avec la nature. Donc ces filets, ils sont là pour intercepter cette pollution avant qu'elle touche le milieu maritime, parce qu'une fois qu'elle est en mer, on ne peut pas la récupérer. Posé en février dernier, ce filet a déjà récupéré bon nombre de détritus, désespérément trop communs. Mégots de cigarettes, gobelets, canettes, petits plastiques. Sur les 600 000 tonnes de déchets déversés chaque année dans la Méditerranée, entre 10 et 20 000 proviendraient de France. On a un petit maillage, effectivement, qui est destiné à retenir les micro-déchets. Donc il faut savoir qu'un micro-déchet, c'est au-dessous de 5 mm. Là, on va arrêter les billes de polystyrène avec un filet comme celui-ci. Et effectivement, tous les autres types de déchets, les mégots de cigarettes, parce qu'il y en a beaucoup trop, des gobelets, des petits plastiques souples, enfin toutes les familles habituelles de déchets qu'on va retrouver dans l'environnement. Plus qu'une poubelle de la dernière chance, ce réseau d'une 50aine de filets permet aussi de repérer les zones les plus polluées par l'incivisme. Et ça nous permet aussi de repérer les secteurs où il y a beaucoup de pollution, notamment sur la voie publique, et de concentrer nos patrouilles de police pour sanctionner. Tandis que le déploiement continue sur la commune, cette entreprise mandolosienne équipe à ce jour une quinzaine de métropoles et d'agglomérations en France. Allez, nous en venons maintenant à la journée de vendredi 21 mai. L'événement, c'était le retour du train de nuit entre Paris et Nice. Voilà 3 ans qu'il avait été supprimé. Le Premier ministre Jean Castex était même à bord, ainsi que 250 passagers qui étaient ravis à leur arrivée sur les quais de la capitale azuréenne. Claudia Olivier. Il est enfin de retour après 3 ans de remisage en gare. Le train de nuit Paris-Nice a repris du service. Parti hier soir vers 21h de Paris, il est arrivé en gare de Niceville ce matin à 9h15. À bord, 250 passagers ravis. La nuit, ils sont pratiques, ils sont économiques, ils sont écologiques, ils sont vraiment beaucoup pour eux. Et que c'est un vrai retour du rail. Le train de nuit, c'est vraiment pour ceux qui sont de province une solution pour ne pas perdre une journée entière
en déplacement et ça nous permet en fait à nous de pouvoir nous déplacer un peu partout en France sans perdre une journée entière. Un gain de temps, d'argent et de moyens pour Christophe Faniché, PDG de SNCF Voyageurs. Des travaux de modernisation dans les trains vont permettre d'améliorer le confort des passagers. Tout simplement, nous allons moderniser l'ensemble des voitures pour améliorer le confort et tout simplement, je donne un indice, c'est-à-dire se mettre en regard de la population française. Par exemple, il y aura le Wi-Fi à bord des trains de nuit. Qui aurait pu dire il y a quelques années qu'il y aurait du Wi-Fi dans tous nos trains ? C'est le retour d'une ligne emblématique qui va répondre aux besoins inhérents à la saison estivale. Aujourd'hui, c'est le début, une première étape de nouveau de retour de train d'équilibre du territoire sur la Côte d'Azur et c'était une bonne chose. C'est une région et un département des Alpes-Maritimes qui reçoit beaucoup de touristes, qui a besoin de mobilité et je pense que c'est déjà un geste fort qui est réalisé aujourd'hui avec le retour de ces trains de nuit. 100 000 Azuréens utilisent le train régulièrement dans la région PACA. Le prix des billets pour le Paris-Nice de nuit oscille entre 19 et 39 €. Une journée de vendredi chargée pour les élus du conseil municipal de Marseille. Plusieurs dossiers chauds au menu, dont celui de l'école élémentaire Bugeaud, un établissement qui porte le nom d'un militaire français, militaire très controversé, notamment pour ses actions lors de la colonisation algérienne. L'école porte désormais le nom d'un tirailleur algérien, une décision approuvée par la majorité du printemps marseillais, mais que regrette l'opposition de droite et celle du Rassemblement national. Une école portera désormais le nom d'Ahmed Litim. Les élus marseillais ont retrouvé l'hémicycle de Bargemont ce vendredi à l'occasion du 3e conseil municipal de l'année. Un débat a particulièrement animé ce conseil, la modification de la dénomination de l'école primaire Bugeaud dans le 3e arrondissement, qui portera finalement le nom d'un tirailleur algérien de la Deuxième Guerre mondiale, Ahmed Litim. Aujourd'hui, nous avions donc une école, Bugeaud, qui portait finalement le nom d'un homme qui a encouragé des atrocités commises pendant la guerre de conquête d'Algérie. Qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants ? Vous savez, l'école est souvent le premier contact de l'enfant avec la République. On s'y construit, on devient des femmes et des hommes libres. Avec effectivement le fait de renommer cette école au nom d'Ahmed Litim, on montre un exemple positif et ça parle à l'ensemble des habitants de cette ville et du pays parce qu'il s'agit finalement d'un héros de la libération qui a sacrifié sa vie au nom de valeurs que nous partageons toutes et tous. Un changement de nom qui n'est pas du goût des élus de l'opposition. C'est un débat qui fissure, qui fracture et qui renforce les oppositions. Et je trouve que nous n'avons pas ni les uns ni les autres à réécrire notre histoire. Elle peut plaire, elle peut déplaire. Je pense que, en fait, ce qu'a voulu faire le maire dans une démarche idéologique, c'est probablement satisfaire une partie de notre population dans notre ville. L'école Bugeaud méritait de s'appeler encore école Bugeaud car le maréchal Bugeaud fait un grand serviteur de la France et un autre équipement, une autre rue aurait dû porter le nom d'Ahmed Litim et nous aurions soutenu cette démarche. Mais encore une fois, nous sommes avec cette équipe municipale qui ne fait rien sur le fond, qui ne fait rien sur ce qu'attendent les Marseillais en matière de sécurité, de transport, de propreté, mais fait de l'affichage idéologique. Et ça, nous ne pouvions pas l'accepter. Plus récemment à Marseille, c'est l'avenue des Égalades dans le 15e arrondissement qui a changé pour prendre le nom d'Ibrahim Ali, en hommage à ce jeune homme tué par balle en 1995 par un colleur d'affiches du Front National. Marseille, toujours où le Mucem a fait très fort pour sa réouverture. Le musée accueille 20 œuvres de la superstar de l'art contemporain, l'américain Jeff Koons. Manon Mujika. Des œuvres flashy, monumentales, gonflées, iconiques, le style Jeff Koons se devine au premier regard. La superstar américaine de l'art contemporain expose actuellement au Mucem. L'idée était de demander à Jeff Koons de relire une partie de notre collection, mais je crois que ce travail qui a été fait permet aussi de relire le travail de l'artiste différemment, de lui apporter une part de fraîcheur qu'il a envie de redonner, de montrer ses sources d'inspiration, de montrer des motifs qui sont communs à la culture populaire et à son travail, et ainsi de se réaccrocher une sorte de continuum d'histoire de l'art qui va piocher ses racines dans l'art populaire.
Pour monter cette rétrospective, l'artiste de 66 ans s'est rendu 2 fois au Mucem, début 2019 puis en 2020. Il a fait de la réserve du musée un immense terrain de jeu d'où il a puisé quelques 350 objets du quotidien. Le subtil travail de scénographie harmonise ce dialogue surprenant entre les fonds classiques et les 20 œuvres kitsch néo-pop de Jeff Koons, issues de la collection Pinault. On est devant une des œuvres iconiques de Jeff Koons, Balloon Dog, ce chien ballon qui évoque le monde du cirque et le monde des clowns, d'où le papier peint, enfin ces toiles imprimées qui montrent un gonfleur de ballon, et puis ces masques de clowns qui ont été réalisés par un sculpteur italien, Aristide de Ranieri, qui sont les 3 masques des frères Fratellini. Alors ici, le parallèle qui est fait, c'est un parallèle autour de la forme, entre ce cœur très pur que redessine Koons et des objets de la vie quotidienne, des symboles d'amour, des ex-voto en forme de cœur. L'exposition est présentée jusqu'au 18 octobre prochain. Elle changera peut-être votre regard sur cet artiste clivant, autant adulé que détesté. Et on termine cette émission avec les plaisirs de la bouche que nous évoquions vendredi sur le plateau du Grand Direct. Qui dit week-end de Pentecôte dit colombier. C'est un gâteau traditionnel qui serait même à l'origine de la création de Marseille, selon la légende. Tout ça vous est expliqué évidemment par notre spécialiste Yentel Criado. Alors là, c'est un sirop d'alcool. On les trempe. Trempé dans un sirop alcoolisé au kirsch, nappé, puis recouvert d'amandes colorées, il n'y a qu'une recette comme celle-ci, et c'est celle du colombier. Gâteau traditionnel de la Pentecôte que cette boulangerie-pâtisserie familiale de Marseille confectionne depuis plus de 30 ans dans les règles de l'art. C'est à la base de noisettes ou d'amandes, de sucre, d'écorce d'orange confite. Et surtout, ces tranches de melon confit macérées dans de l'eau-de-vie et placées au milieu du gâteau, ce qui en fait sa particularité. C'est confit d'une année à l'autre dans de l'eau-de-vie et après c'est mis spécialement que pour les colombiers. C'est une tradition. La tradition, justement, est au cœur du colombier, une tradition marseillaise à l'origine de la création de la ville. La légende raconte que le colombier célèbre les fiançailles de Gyptis et Protis qui fondèrent Marseille. Brennus, qui était le père de Gyptis, a organisé un grand repas pour pouvoir, dans le but de présenter, de trouver un fiancé à sa fille. À l'horizon de la mer est arrivé un beau navire duquel est descendu un charmant monsieur prénommé Protis qui est venu partager le repas. La jeune Gyptis aurait alors confectionné ce fameux gâteau ovale et dissimulé une fève en forme de colombe pour départager ses nombreux prétendants. Celui qui trouvera la colombe sera son futur époux. Et bien évidemment, puisque Marseille est si merveilleuse, si belle, c'est Protis qui a découvert la colombe et qui a épousé Gyptis, d'où la création de Marseille. La tradition s'est perpétuée, la personne qui tirera la colombe devra préparer ses noces. Si on met la colombe à l'intérieur du gâteau, le but c'est de la trouver pour pouvoir se marier dans l'année. J'avais une année une demande spéciale, on m'avait demandé 5 colombes pour ne pas louper la colombe. La personne qui devait demander sa femme en mariage, il voulait trouver la colombe impérativement dans le gâteau. Et il vous faut 3 colombiers de combien de personnes? Les commandes affluent en ce week-end de la Pentecôte. Les Provençaux et au-delà s'arrachent ce fameux colombier que j'ai pu goûter. Il est excellent. Et devinez quoi, Nicolas? J'ai tiré la colombe. Voilà pour l'actualité qui a marqué votre semaine sur les antennes d'Azur TV. On se retrouve nous dès mardi 18h pour le retour du Grand Direct.